quotidien et le travail de ces boucles thématiques. Voilà, et Ségolène est arrivée. Donc on va pas lui laisser le temps de reprendre son souffle, d'autant qu'elle repart assez vite sur vidéo, c'est ça? Donc, voilà. Tu as un micro si tu veux pour faire. Bonjour à toutes et à tous, excusez-moi du retard. Je pense que comme vous ce matin, j'ai dû gratter un petit peu. Je trouve que j'ai dû gratter aussi à l'intérieur de la voiture. J'avais dû laisser un bout de fenêtre ouverte ou que sais-je, mais ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Alors, je vais rapidement vous parler du travail parlementaire des 6 derniers mois, surtout les dernières semaines, parce que sinon on est encore là après-demain. Et alors, je pense que l'actu du moment, vous avez pu l'avoir, le 8e 49.3. 8e 49.3, enfin, vous me direz c'est démocratique, hein, c'est prévu par la Constitution de pouvoir utiliser le 49.3. Alors oui, je vous confirme, c'est bien prévu dans la Constitution. Mais il se trouve que ce dispositif est né de la Troisième République, pour ceux qui ont un petit peu la connaissance. Moi je ne l'avais pas, hein. Il y a encore quelques semaines, je suis allée me renseigner. Troisième République, ça a été un festival de blocage, réellement, de blocage des parlementaires qui étaient forts. C'est un parlement fort mais qui n'avançait pas. Vraiment qui n'avançait pas et qui bloquait volontairement les différents textes que pouvait proposer le gouvernement et qui pouvaient proposer eux-mêmes aussi. C'est-à-dire que le Parlement, c'est composite, hein, c'est pas une seule entité, c'est plein de députés. Et du coup, pour éviter que ça se reproduise, et bien, ce 49.3 est né. Ce 49.3 est né pour que, lorsqu'il y a une situation de blocage, le gouvernement puisse quand même faire avancer les choses, notamment sur les textes budgétaires, pour éviter de bloquer littéralement le pays, notamment pour pouvoir payer les fonctionnaires. On en est très très loin hein, du blocage du pays aujourd'hui, puisque aujourd'hui on n'est même plus capable en fait de parler des textes en eux-mêmes. Je vais parler notamment du PLFSS, donc du projet de loi de financement de la sécurité sociale, sur lequel j'ai été chef de file pour la France Insoumise et pour lequel j'ai beaucoup œuvré et pour lequel en fait j'ai pas beaucoup parlé en hémicycle parce qu'à chaque fois qu'on avait l'occasion de défendre des textes, des amendements, et ben en fait on nous a coupé l'herbe sous le pied par un 49.3. Donc on n'a pas eu le temps du tout ni de bloquer ni quoi que ce soit, juste on nous a coupé l'herbe sous le pied. C'est une façon de gouverner qui est inquiétante, je pense. Parce que là, ce sont tous les sujets budgétaires en fait qui font l'objet de cette façon de gouverner du 49.3, c'est-à-dire qu'on n'écoute pas les parlementaires, d'où qu'ils viennent, de la droite, de la gauche, du centre, on les écoute pas. Et vous avez peut-être pu voir qu'on avait réussi hein, collectivement à avancer sur certaines choses quand le président Mattei du MoDem propose une taxe sur les superdividendes pour aider à financer la sécurité sociale. On arrive à avancer dans un sens qui nous plaît bien. On se dit qu'effectivement la charge va enfin peser sur un peu tout le monde, et notamment ceux qui ont les moyens de mettre plus au pot, et ben, ils vont contribuer. Finalement, évidemment, ce dispositif a sauté avec le 49.3, par exemple. Ce n'est vraiment qu'un seul exemple. Mais sachez que tout ce qui a été, tout ce qu'on a pu faire ensemble, et on arrive vraiment à avancer avec d'autres députés, d'autres maisons, notamment sur ce texte-là en particulier, avec le MoDem, avec les Républicains même, on a réussi à trouver des terrains d'entente pour pouvoir avancer, et finalement le gouvernement, ça ne lui plaît pas. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'actu qui vient de se passer. On a encore, du coup, il y en aura encore d'autres, des 49.3, au moins un ou deux. Là, avant la fin du mois de janvier, il y en aura encore un ou deux, je vous le promets. C'est triste, mais c'est comme ça. Et par contre, on a quand même un gros morceau là qui nous attend. Et alors là, on va avoir besoin que tout le monde se mobilise. Je vous apprends rien, c'est la réforme des retraites qui nous est promise déjà depuis plusieurs années par le président Macron, qu'il a lui-même promise cette réforme à l'Europe.
C'est quelque part, c'est son bébé à lui. On est tous conscients qu'il n'est pas nécessaire de faire cette réforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit que c'est nécessaire pour pouvoir conserver notre système. Les observateurs dont c'est le métier d'aller vérifier si on est bien à l'équilibre sur les comptes nous disent qu'en fait, non seulement on est à l'équilibre, mais on est bénéficiaire. La caisse de retraite est bénéficiaire. Donc en réalité, cette réforme n'a aucun intérêt à part refiler un petit peu plus de pognon au système privé, qui voit bien qu'il y a une part de gâteau à laquelle ils n'ont pas accès, hein, tout simplement, et donc ils aimeraient bien récupérer leur part. Et puis du coup, on sait très bien que ça sera au détriment de nos retraites, probablement à long terme au détriment de la retraite tout court, du droit à la retraite tout court. Si on commence à le détricoter, il faut bien se dire qu'il y a un moment, ça peut aller. Le détricotage peut aller très très loin. Donc c'est quelque chose pour lequel je sais que nombreux et nombreuses d'entre vous sont allés manifester, battre le pavé avant cette période de Covid que nous avons affrontée collectivement. Je pense qu'il va falloir réenfiler nos baskets et retourner dans la rue encore pour affirmer notre opposition à cette réforme qui n'est absolument pas nécessaire, je le répète. Est-ce que vous voulez que je vous dise autre chose sur... Moi, je veux bien que tu nous parles de la NUPES à l'Assemblée, comment ça vit, comment ça... Ça, c'est hyper intéressant. La NUPES, en fait... alors, je ne sais pas ce que vous en percevez, ce que vous en voyez, mais en fait, comme chez nous, ici, ça se passe par la base. Alors, à la base, quand on est à Paris, c'est un peu plus... c'est presque antinomique. Mais en fait, ce ne sont pas les chefs qui se mettent d'accord. Clairement, ce ne sont pas les chefs qui se mettent d'accord, mais ce sont les députés entre eux. On travaille énormément, notamment dans les commissions. On travaille ensemble, on fait des propositions de textes de loi ensemble, signés par toute la NUPES ou tous les commissaires de telle ou telle commission de la NUPES. On travaille à proposer des textes sur lesquels on serait nous tous déjà d'accord. Ce qui fait que ça fait quand même 4 groupes parlementaires qui proposent le texte, et parfois même on arrive à le faire signer par des députés d'autres maisons, plutôt du centre ou de la droite. Évidemment, jamais l'extrême droite. Pour nous, ces gens ne sont pas des gens avec qui on peut travailler. Mais du coup, ça nous permet, par exemple, d'éviter d'attendre les niches parlementaires, donc la journée de l'année où tel ou tel groupe peut proposer ses textes. Ça nous permet d'avoir des textes qui passent dans les semaines parlementaires, c'est-à-dire des semaines dans lesquelles des textes signés par plusieurs groupes parlementaires sont proposés. Donc en fait, ça nous donne une très grande force de frappe, on dit. Et puis ça nous permet aussi de mieux comprendre comment les uns et les autres fonctionnent. Et ça, c'est pas facile, parce que dans nos fonctionnements internes, que ce soit la France Insoumise, les Verts, et quand je dis les Verts, en fait, c'est plusieurs entités. Hein, dans les Verts, il y a Génération, il y a Europe Écologie Les Verts, il y a plusieurs petits groupes, c'est composite, mais il y a aussi le PS, il y a GDR avec aussi les ultramarins. Et en fait, on n'a pas du tout les mêmes fonctionnements en interne. Nos démocraties internes sont très différentes. On n'a pas les mêmes temporalités, les choses ne vont pas au même rythme chez les uns, chez les autres. Et donc on apprend vraiment à se connaître et à travailler ensemble avec ça, en composant comme ça. Et du coup, ça fonctionne plutôt bien. Et du coup, petit à petit, c'est de l'intrapersonnel aussi. Hein. C'est juste, je découvre un tel. Là, récemment, j'ai été avec Karine Benchek, qui fait donc partie du groupe écolo, dans sa circonscription en Côte d'Ivoire. Et justement, il m'a fait rencontrer par exemple les insoumis locaux. Et en fait, c'est pas les insoumis locaux qui m'a fait rencontrer, c'est toute la gauche locale. Et parce que eux, ils avaient déjà mis en place la NUPES avant la NUPES. Tout le monde s'était déjà réuni. Donc c'est plutôt chouette de voir qu'effectivement, on n'attend pas les ordres, comme d'hab. On n'attend pas les consignes. Et effectivement, un peu partout en France et dans le monde, et ben, la gauche se réunit, on n'attend pas les chefs, on travaille ensemble. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions à poser à notre député de circonscription? Tu as encore combien de temps devant toi? On va dire 10 minutes. Okay. Le maître du temps dit on devrait déjà être parti. Mais non, on va s'accorder un peu de temps. Donc Alain, section ouest du Parti Socialiste. Donc je reviens sur la question du 49.3. Moi je considère que c'est un vrai scandale parce que le 49.3 soit utile effectivement pour, j'allais dire, prendre des décisions un petit peu administratives, comme tu disais, permettre aux fonctionnaires de pouvoir être aidés, pourquoi pas. Mais là, c'est une utilisation qui devient une utilisation habituelle. Comment on peut, dans un pays démocratique comme la France, accepter que finalement les députés, excuse-moi, les députés, ils servent à quoi? Et je trouve qu'il y a un délit de démocratie qui est terrible parce qu'on peut se dire entre nous, mais en même temps, quelle image on donne vis-à-vis du monde extérieur, à qui on donne quand même pas mal de leçons de démocratie, alors que nous, on n'est pas capable aujourd'hui de prendre en considération ce que vous faites. Et moi, quand je regarde un peu les informations, je m'aperçois qu'il y a énormément de travail de fait dans les commissions. Donc, on dit même que certains députés sont épuisés, et ça ne m'étonnerait pas, parce que quand on voit le travail qui est fait, puis au bout du bout, on vous dit, écoutez, non, finalement, c'est 49.3. Bon, je termine sur ce sujet, juste sur la retraite. Moi, je crois que la retraite, c'est très grave. Pourquoi? Parce qu'on considère aujourd'hui, tous ceux qui ont pris leur retraite depuis une dizaine d'années, on considère qu'ils ont pris une retraite à taux plein. Mais non, on n'en est pas là déjà. Il y a énormément de personnes retraitées qui ne bénéficient pas de taux plein parce qu'il y a eu des décotes, il y a eu du chômage, il y a eu des études parfois pour certains un peu longues, et donc on est déjà dans une situation quand même un peu difficile. Et demain, et faire ma vite fait là-dessus, et demain ça veut dire effectivement que l'objectif c'est de réduire le montant des retraites, et ça veut dire derrière ici que c'est anti-économique, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui les retraités, ils aident aussi leurs enfants, ils aident les associations, et donc s'ils ne peuvent plus le faire dans les années qui viennent, ça veut dire qu'il y aura encore moins d'équité dans la population. Voilà. Je confirme, et je vais même aller un tout petit peu plus loin. Avec cette réforme des retraites, on va même fabriquer des chômeurs. On sait déjà, aujourd'hui, quand on a passé 40-45 ans et qu'on perd son boulot, ça devient hyper compliqué d'en retrouver. Quand on arrive à 50-55 ans, ça devient impossible de retrouver du boulot. C'est-à-dire qu'en gros, on vous pousse à prendre une pré-retraite, voilà, du coup à vous asseoir sur effectivement le taux plein, et en plus, ne travaillant pas, évidemment, on ne cotise pas pour les derniers trimestres de sa vie. Donc en fait là, on crée du chômeur, on va pousser les gens à continuer à accepter des boulots moins valorisés, qui ne correspondent pas forcément à leurs compétences, qui seront même moins bien payés que ce à quoi ils pourraient prétendre, de par leur expérience, de par leur carrière et leur diplôme. Et en plus, on empêche, parce que évidemment, entre guillemets, le marché du travail n'est pas extensible, on empêche les jeunes de rentrer dans le marché du travail, donc on va créer du chômeur. Voilà. Évidemment, quand on vient de détricoter le système de chômage et baisser les allocations, c'est tout bénef, parce que du coup, on ne paye plus personne. On essaie d'être paritaire dans la prise de parole. Marianne, du coup, tu veux... Je voulais juste donner le chiffre. Actuellement, 40% des salariés ne sont plus au travail lorsqu'ils partent à la retraite. Donc le chiffre. Et l'autre chiffre du corps, le corps c'est l'organisme. Le corps c'est l'organisme qui vérifie les comptes. Voilà, même plus, c'est conseil d'orientation des retraites, service relié au Premier ministre, à la Première ministre, qui analyse à moyen et long terme une stabilisation. Et le surplus de cette année, c'est 5 milliards. Et pour les années à venir, c'est un organisme qui a été mis en place par le fameux gage Delevoye, je crois, qui a été mis en application, parce qu'il avait des trucs, je ne sais pas exactement ce qu'il avait, mais qui a mis en place toute une étude sous Sarko, ou je ne sais plus, sous Hollande, je ne sais plus, peu importe. Ah non, sous Macron. Sous Macron. C'est ça, Delevoye, et qui a été mis de côté, etc. Et donc le corps mis en place par tous ces gens-là ont bien vu qu'il n'y a pas de problème des retraites. C'est juste de la torse
avec les médias, le gouvernement et les médias. Il faut quand même le rappeler, parce que tout le monde, beaucoup de gens, et il ne faut pas arrêter de rappeler en donnant des chiffres. Effectivement, Delevoye, c'était donc le conseil qui était censé justement nous faire cette réforme des retraites et qui s'est retrouvé un peu épinglé parce qu'en fait il avait des intérêts auprès des mutuelles privées. Donc voilà. Mais en même temps, c'est un petit peu le lot de tous les conseillers et autres ministres sous Macron. Hein. À chaque fois qu'on creuse un petit peu, on se rend compte qu'ils ne sont pas complètement désintéressés à détricoter nos systèmes de solidarité. Et effectivement, donc le corps, c'est l'organisme qui est chargé, c'est un organisme indépendant qui est chargé d'observer et de faire une enquête pour savoir si notre système de retraite est pertinent ou non. Dans l'ordre de Christian d'abord. Oui, je ne vais pas reprendre tous les arguments parce qu'on ne va pas se convaincre entre nous, je pense qu'on partage un certain nombre de choses, mais on est dans un contexte extrêmement difficile, quoi. Il y a la Sécu, la question de la retraite, et je pense que on vient de vivre une période de mobilisation syndicale extrêmement forte sur la question des salaires. Les conditions de vie des gens sont aujourd'hui extrêmement difficiles. Je pense qu'on sera aussi d'accord pour dire que sans une mobilisation et un engagement fort, on va avoir du mal à s'opposer. Hein, et il joue un peu là-dessus. Macron, il se dit, bon, avec le temps, de toute façon, on lance le truc et puis ça va bien finir par passer. Et donc, c'est sur cette question de la mobilisation, parce que, bon, on connaît pas la difficulté, mais on connaît parfois les problèmes qu'il peut y avoir entre les mobilisations syndicales et les mobilisations politiques. Et là, je pense qu'il est extrêmement important qu'il puisse y avoir des échanges rapidement, parce que ça va nécessiter vraiment une très forte mobilisation si on veut qu'on puisse faire reculer ces projets qui sont extrêmement néfastes. Hein. Je ne reprends pas ce qui vient d'être dit sur la question des retraites et sur la question aussi du financement de la sécurité sociale par rapport à tous ces services publics qui sont en difficulté. Je pense qu'on a vraiment une attente forte en direction des organisations politiques qui composent la NUP pour dire il faut qu'on prépare ça et qu'on engage déjà une réflexion très importante sur comment on va mobiliser, parce que les salariés ne vont pas pouvoir être en grève. Il y a déjà eu des périodes extrêmement difficiles. Et c'est pas fini parce qu'effectivement, on va tous avoir du mal à payer nos factures d'électricité et de chauffage. Et que concrètement, les salaires n'ont pas augmenté. Par contre, tout le reste de notre vie augmente, quel que soit le sujet, quel que soit le produit qu'on doit acheter, ça a augmenté. Donc effectivement, il va falloir qu'on trouve des systèmes, notamment des systèmes de solidarité, des caisses de grève, et puis peut-être imaginer d'autres systèmes encore. Mais s'il y a bien une chose sur laquelle moi je suis rassurée, c'est de voir que déjà les organisations de jeunesse, donc les syndicats étudiants, se sont déjà prononcés et ont déjà appelé à une forte mobilisation. Tous les syndicats professionnels se rejoignent pour dire que non, on ne veut pas de la retraite à 65 ans. Et là, c'est vraiment, c'est totalement intersyndical. Tous les syndicats professionnels se sont prononcés aussi. Je pense qu'à gauche, il n'y a pas de question sur le fait que personne ne veut, à gauche et écolo, hein, j'entends, je mets vraiment tout le monde dans le même sac. À gauche, il n'y a pas de question non plus. Donc ça va être effectivement, comme d'habitude, hein, le triptyque. Nous, les politiques, et le relais qu'on va pouvoir amener sur cette question-là. Les journalistes, encore une fois, donc là aussi, il va falloir qu'on aille les chercher, nous, les journalistes, parce que vous vous doutez bien que des grands patrons de médias comme Bolloré, ils n'ont absolument pas envie de parler des retraites. Donc il va falloir qu'on aille chercher et qu'on leur impose nos sujets un petit peu aussi. Et puis surtout, c'est ça le troisième pied sur lequel on va s'appuyer, hein, c'est la mobilisation populaire, c'est la rue. Donc là, on a tous notre carte à jouer. Moi, évidemment, je ferai le lien entre les trois, c'est-à-dire que je serai dans la rue avec vous, je serai dans l'hémicycle, et puis j'irai parler aux médias, autant que... Enfin, je pense que j'irai même m'imposer un petit peu sur ma question. Donc je vous l'ai dit, je pense que là maintenant, notamment vis-à-vis des médias, les journalistes souvent, hein, les journalistes, les pigistes, les gens qui sont au premier maillon de la chaîne,
ils sont souvent de notre côté. Après, le problème, c'est qui décide de ce qu'on va pouvoir publier. Là, c'est encore une autre chose. Mais plus il y aura effectivement de journalistes à nos côtés et plus on pourra effectivement nous faire entendre. Donc là, on a du boulot, on active tous nos réseaux et on répète jusqu'à la nausée nos arguments et qu'on ne veut pas de cette réforme. Voilà. Oui, deux précisions et puis une question. Plus fort, Jean-Jacques. Sur la réforme des retraites, je crois qu'on est bien conscient que ça va être la mère des batailles, c'est-à-dire que si Macron, parce qu'il a bien envie d'aller jusqu'au bout, s'il passe, ce sera très difficile après. Par contre, si on le bloque sur la réforme des retraites qui est parfaitement injuste, là ça peut déclencher au contraire une série de victoires à venir. Sur les retraites, de précision aussi, avant c'était basé sur les cotisations, donc les cotisations ça ouvre un droit. Maintenant ça a été étatisé, donc le gouvernement donne ce qu'il veut, c'est-à-dire que c'est plus un droit, c'est pas une charité mais presque. Voilà. Une précision aussi sur le 49.3. Effectivement, la Troisième République, c'était un peu difficile d'arriver à prendre des décisions, mais pour moi, le 49.3, c'est degré, la Constitution de 58, et c'est pire, le remède est pire que le mal, parce qu'il est parfaitement antidémocratique. Hein. Là, c'est le gouvernement, enfin, De Gaulle, dans sa Constitution de 58, lui, à l'origine, il était quand même un peu royaliste. Hein. Donc là, on a un président de la République souverain qui impose, alors le travail parlementaire, on voit qu'il y a une bagarre qui va se mener de chien, mais effectivement, tu as raison, il faudra que ça soit aussi dans la rue pour arriver à gagner là-dessus. Une question, est-ce que parce que je sais qu'il y a eu un texte voté là-dessus, est-ce qu'on n'a pas peur quand même que Macron, il nous a parlé qu'on était en guerre depuis le Covid, il y a une dérive, enfin il y a des risques aujourd'hui que le conflit au milieu de l'Europe se répande, et des risques importants. Hein. Alors je vais pas vous prédire une guerre, déjà parce qu'elle existe déjà. Par contre, oui, tu as raison sur le fait que, en tout cas, tout a été mis en place d'un point de vue légal, législatif même, d'un point de vue législatif, tout a été mis en place pour que si le conflit continuait et grossissait entre la Russie et l'Ukraine, nous soyons impliqués. Voilà. Maintenant, c'est... Enfin, vraiment, entendez-le comme ça. Quand je vous dis ça, je ne vous annonce pas une guerre. Je vous dis juste qu'effectivement, il y a des choses qui ont été mises en place pour au cas où il faille prendre part à cette guerre. Mais moi, je n'ai pas l'impression que ce soit la volonté. Après, enfin voilà, là je suis pas Madame Irma non plus, hein. Je n'ai pas l'impression que ce soit la volonté. Pour autant, on s'est doté des outils législatifs pour ça. Et je crois que Titi veut compléter. Oui, parce que bah, tu vas être un ami. Voilà. Juste pour qu'on termine sur quelque chose de plutôt positif, quelles sont les avancées qu'on a pu faire? Qu'est-ce que tu as pu faire passer? Est-ce qu'il y a déjà... Parce que voilà, c'est autant en finir sur le positif, quoi. Alors, le positif... Alors, moi je vais vous parler des petites victoires du moment, mais qui sont pour certaines personnes des énormes victoires. Et qui sont liées aussi de vos mobilisations. Et donc c'est pour ça que je voulais les partager. Avant-hier, non, il y a 3 jours maintenant, il y a 3 nuits plus exactement, j'ai reçu un petit coup de fil d'un ancien candidat, Gwen Vael, qui avait appelé à voter pour moi au 2e tour, pour me dire que un petit jeune dont il s'occupait et pour lequel il m'avait sollicité pour l'aider, un jeune immigré qui a tout fait comme il fallait
qui a rempli ses dossiers dans tous les sens, qui a fait des formations, qui a appris le français. Il est arrivé ici sans lire, sans écrire le français, qui a tout appris, qui a passé 5 diplômes en 5 ans et qui n'obtenait pas le droit de travailler. Alors qu'il avait trouvé un CDI, il avait une promesse de CDI dans un secteur qui est tendu, etc. Et à force de mobilisation et des citoyens et de mon équipe parlementaire et d'avoir emmerdé le préfet en lui passant des coups de fil, on a obtenu sa régularisation. Il va pouvoir normalement lundi commencer son boulot. Non, pas lundi, le 9 janvier. Donc ça, c'est vraiment... C'est pas grand-chose. Hein. J'ai bien conscience qu'on est à l'échelle locale et que c'est pas grand-chose. Mais c'est exactement aussi ce genre de victoire pour lequel on se bat aussi ici, tous ensemble dans cette assemblée populaire. C'est pour les petites victoires, tout ce qu'on pourra faire nous localement. À l'échelle nationale, qu'est-ce qu'on a comme belle victoire? On arrive quand même à faire passer des choses, même dans le PLFSS, on arrive quand même à faire passer des choses. On arrive à arrondir les angles. On arrive à parler avec d'autres maisons politiques, y compris avec la droite, et à faire entendre que certaines choses doivent passer. Et par exemple, la constitutionnalisation de l'IVG, ça c'est quand même une sacrée victoire. C'est pas encore acté, puisqu'il faut encore que le Sénat fasse le boulot, etc. Pour autant, le message est passé. Parce que concrètement, le gouvernement a lui aussi la possibilité d'agir là-dessus et de nous le reproposer, ce texte. Mais là, on a fait passer un message que la population générale, que nous représentons en tant que députés, souhaite que nous inscrivions dans les droits fondamentaux le droit de chacune à disposer de son corps. Et ça, c'est... On a pu voir aussi quelque chose d'assez fabuleux qui concerne la réintégration des soignants non vaccinés. Alors je sais que c'est polémique, je sais qu'on n'est pas tous d'accord sur la question. Il se trouve que quand même on est le dernier pays d'Europe à ne pas avoir levé les sanctions sur les soignants non vaccinés. Il se trouve aussi que ce que nous avions proposé, c'est un protocole qui protège tout le monde. C'est-à-dire, ok, on réintègre les soignants, et quand je dis les soignants, en fait, ça va de la secrétaire médicale jusqu'au médecin non vaccinés, mais on les réintègre avec un protocole qui vient s'assurer que tout le monde est sain. C'est un petit test tous les 3 jours. C'est effectivement le fait que si le test est positif, on ne travaille pas, et c'est le port du masque obligatoire pour ces personnels, quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, on n'a plus cette rigueur, y compris avec les gens vaccinés qui pourraient être porteurs sans le savoir. Donc le protocole qui a été proposé, il était très rigoureux et il était plébiscité. C'est-à-dire que la première chose qui s'est passée en hémicycle, c'est un amendement pour supprimer ce texte. Voilà. Et 7 groupes sur 10 ont décidé de ne pas le supprimer. Donc il y avait envie d'aller jusqu'au bout de ce texte pour réintégrer les soignants non vaccinés. Donc là aussi, on sent qu'il y a quand même des choses qui se jouent. Le gouvernement a fait obstruction, le truc qui n'arrive jamais. Vraiment, ça n'arrive jamais dans une niche parlementaire en l'occurrence. Donc on voit bien que le gouvernement est en difficulté. Mais du coup, on sait que c'est un texte qui va pouvoir être repositionné par d'autres groupes, parlementaires. Et donc, on va probablement arriver un de ces jours à réintégrer, et je pense surtout à nos collègues ultramarins. Il faut bien comprendre que dans les Outre-mer, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que quand on suspend un médecin ou une infirmière, on ne peut pas le remplacer comme ça. S'il n'y a pas d'infirmier ou d'infirmière, s'il n'y a pas de médecin sur l'île ou sur le territoire ou la région d'Outre-mer loin de l'Hexagone, c'est pas si simple de le remplacer. Donc ça veut dire qu'on n'a plus de services, on a des services qui ferment, on a des gens qui meurent parce qu'on n'a pas de soignants. Donc là, il y a un enjeu colossal à réintégrer ces soignants qui ont été fort nombreux dans les Outre-mer à ne pas choisir de se faire vacciner. Et il y a une dernière chose, c'est que quand on a interdit aux soignants d'aller travailler, notamment dans l'hôpital public, dans les services publics,
on leur interdisait d'aller travailler tout court. C'est-à-dire qu'on a juste accroché leur contrat dans un coin, mais donc suspendu, mais pas, on les a pas licenciés. Donc quand on travaille pour le service public, on n'a pas le droit d'aller travailler ailleurs. Donc ça veut dire qu'on a mis des familles en difficulté, plus de salaire du tout, c'est extrêmement lourd pour certains et certaines, et surtout certaines familles qui vivent déjà dans des conditions de précarité assez inquiétantes. Voilà, sur ce sont quand même des choses qui se passent bien, et on est sur la bonne route. Donc moi je compte sur vous pour continuer vos actions, parce que c'est vraiment important que sur le terrain, on arrive aussi à faire vivre cette NUPES et en fait cette mobilisation populaire en faisant avancer les sujets locaux. On en a quelques-uns et on en a même beaucoup en fait, notamment vis-à-vis des écoles. On a quelques gros sujets avec les écoles de la circonscription. Mais je sais que vous avez beaucoup de choses à partager, donc entraidez-vous. Moi et mon équipe, on vous aidera au maximum aussi. Et puis je vous souhaite une bonne session de travail, un bon courage, de très bonnes fêtes de fin d'année, puisqu'il y a beaucoup d'entre vous que je ne verrai pas avant ça. Et on se retrouve à la rentrée pour un moment festif avec les vœux. Ouais. Bon, c'était le retour du travail parlementaire en circonscription. C'est bien quand même, je trouve qu'on ait un temps d'échange, même si voilà, c'est un peu court au vu de l'emploi du temps de Ségolène qui est vraiment pléthorique. Elle ne vous a pas dit combien d'heures elle travaillait, mais moi je sais, c'est beaucoup. Peut-être que si c'est nécessaire, à un moment, il faudra qu'on fasse une assemblée populaire entière dédiée à ce débat-là de retour. Ce serait, si c'est votre souhait, on pourrait tout à fait organiser une assemblée qui serait non plus directement dédiée à un travail local, etc., mais qui, si ça vous intéresse, qu'elle puisse venir vous expliquer voilà, comment ça se passe plus techniquement sur les lois. Enfin, en tout cas, on est ouvert à ça. Si c'est votre souhait, on peut organiser ça. Aujourd'hui, c'était pas possible qu'elle reste plus longtemps puisqu'elle a des engagements au bal des pompiers Vigneux. Mais... Et puis... Non, mais c'est la journée entière et le bal est ce soir, mais il y avait une cérémonie, etc. Parce que il faut savoir que le député de la circonscription est sollicité de toutes parts pour des moments officiels et qu'on ne peut pas toujours les différer et se soustraire à ces obligations-là qui sont des obligations républicaines et ça fait partie du job aussi. Et les sollicitations sont extrêmement nombreuses. Et nous, dans l'équipe parlementaire, on ne peut pas se substituer toujours à Ségolène, on peut l'accompagner parfois, des fois la représenter sur des moments de lutte, mais sur des moments officiels, type dépôt de gerbe, on ne peut pas réellement faire ça, c'est difficile. Donc voilà. Je propose qu'on travaille maintenant en petits groupes, si vous voulez bien. On va se réserver un temps en toute fin d'assemblée pour vous laisser la parole, poser des questions, enfin prendre la mesure de cette assemblée. Et peut-être qu'on pourrait, dans un temps qui pourrait être de 30 minutes, travailler sur chaque groupe de travail commission. On a la salle au-dessus qui est ouverte avec, Didier, tu me confirmes, vous avez installé des tables en îlot. Donc on a nos 8 groupes de travail qui peuvent commencer tout de suite à se rencontrer en présentiel aujourd'hui, donc c'est pas mal. Voir si... ce qui serait bien, c'est qu'on se donne sur les 30 minutes un rapporteur qui pourrait venir nous dire là où on en est sur ces différents thèmes de travail. Et puis peut-être que vous puissiez définir une lutte, quelque chose qui pourrait être engagé tout de suite. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'on se donne comme échéance, qu'est-ce qu'on fait dans les
dans les prochaines semaines, peut-être juste après les fêtes, comment est-ce qu'on engage le travail local sur le thème qu'on s'est choisi. Donc voilà un peu l'ambition qu'on se donne pour les 30 minutes qui viennent. Puis après, chaque groupe de travail viendra nous dire où ils en sont dans le travail. Certaines boucles Telegram ont déjà un petit peu avancé. Je pense au groupe de travail Langue Bretonne qui a déjà travaillé, soumis un certain nombre de textes. Le groupe École et Jeunesse a déjà beaucoup travaillé aussi sur la boucle. Et puis il y a des boucles qui n'ont pas encore, qui ont attendu un petit peu et qui n'ont pas encore réellement investi ce champ. Donc c'est le moment ce matin de faire ça. Voilà, Pascal ? Oui, comme il y a des personnes qui sont sur plusieurs groupes de travail, c'est très bien qu'on puisse, que les gens puissent tourner aussi, qu'ils puissent se rencontrer. Moi, il y a des gens que je ne connais pas et qui sont sur certaines boucles dans lesquelles je suis, donc ce serait bien de pouvoir échanger. Voilà. Et puis d'arriver après avec des propositions concrètes à proposer à Flo. Moi, je prendrai les. Ou à toi, Olivier. Je prendrai les. Voilà. Et puis, dans ce même temps, nous, on va rester là et on peut essayer d'inscrire les gens sur les boucles Telegram. Pour ceux qui ont eu des difficultés, on peut essayer de le faire en direct. Il y a Aimé qui est là avec moi et avec Florence. On peut faire ça pour ceux qui ont des difficultés. Et puis, ceux qui n'ont pas Telegram encore, etc., eh bien, on peut vous expliquer comment ça fonctionne. Et puis, on peut prendre les adresses mail et les numéros de téléphone pour vraiment faire le travail d'inscription. Voilà, je vous laisse vous éclater en petits groupes. Dans quel sens éclater? C'est pareil, des informations qui se mettent en place, ou quand ce sont mis en fusion, loin, parce qu'un développement au niveau de l'urbanisme est plus important que nous permet éventuellement de ne pas nommer un lycée. En sachant que voilà, la chape française des Arabes. Alors là, ils sont en train Allez, on va prendre quelques minutes par groupe de travail, si vous voulez bien. Est-ce qu'on a un rapporteur déjà qui pourrait commencer à travailler et à nous rapporter le travail? Qui est-ce qui veut se lancer? Bon, allez, un peu d'attention s'il vous plaît, si vous vouliez vous asseoir. Je remercie Pascal qui va se lancer pour le groupe de travail. Représentante du DNCLDT. Il y a Vincent Troué qui est représentant de l'Office public de la langue bretonne sur la Loire-Atlantique. C'est une administration, l'Office public de la langue bretonne, un établissement public de coopération culturelle, État, région, département. Enfin voilà, donc ça a été facile pour nous de faire un rapport et de travailler, parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble. Il y a Florian Leteuf qui est maire adjoint à Nantes. Voilà. Et puis on a des gens dans toutes les communes sauf Lignes-de-Bretagne, à mon avis, et puis des élus un petit peu partout dans nos commissions. Donc ce qu'on demande, c'est que la loi soit appliquée. Pour que la loi soit appliquée, il faut qu'il y ait des enseignants. La pénurie d'enseignants a été organisée dans notre académie depuis des années. Donc on demande que Ségolène intervienne notamment en assurant. Aujourd'hui, il n'y a pas de formation. Il y a un concours spécial pour l'académie de Nantes, mais il n'y a pas de formation au concours spécial, ce qui fait qu'il y a un taux d'échec assez important. Et que ceux qui réussissent cette formation, qui deviennent devenir professeurs des écoles ou du public, par exemple, sont obligés de se former une journée par semaine à Saint-Brieuc. C'est un peu loin comme ça, on est une famille. Donc on demande que l'INSPE organise cette formation. On demande que ce qui s'est passé à Brest, par exemple, ils ont fait un PPPE. Je me souviens plus, bon, si vous voulez le rapport, je l'ai. Mais c'est quelque chose pour former des enseignants bilingues. Une demande très importante, c'est qu'il n'y a pas assez d'enseignants bilingues, y compris dans le Finistère. Et ce PPPE, qui est une formation universitaire bac plus
une licence qui permet ensuite de passer le concours pour être professeur des écoles. Il y avait 25 places offertes, il y a eu 650 demandes de partout en France. Donc on voit bien que s'il y en a un de proposer en Loire-Atlantique, évidemment il y aura une demande parce qu'il y a un besoin et parce qu'il y a une offre. Ça tombe bien, le PPPE qui existe aujourd'hui, un PPPE unilingue, qu'il est aussi sur notre circonscription. Donc on a beaucoup d'atouts sur notre circonscription. Donc on demande que Ségolène va le faire, je l'ai, parce qu'elle a déjà écrit plusieurs fois, propose un rendez-vous avec la présidente de l'université, parce que vous savez très bien, les universités ont leur autonomie, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire un petit peu pas n'importe quoi, mais ceux qui décident, et y compris ne pas respecter la loi. Donc, la loi dit que l'enseignement doit être proposé dans toutes les écoles. Donc il faut qu'il y ait des enseignants, il faut donner des moyens pour. Donc on demande qu'il y ait un rendez-vous avec la présidente de l'université. Bon, on propose qu'elle soit accompagnée par des gens. Pour information aussi, donc on fait un peu le avec le PPP, CPE, PIDES, qui sont parents des écoles publiques, et Kélénion, qui est une association d'enseignants bilingues, qui s'appelle le CEVEL 44, collectif pour l'enseignement breton à l'école publique en Loire-Atlantique. Et c'est grâce à ça que nous avons pu avoir le retour de l'enseignement du breton à l'université de Nantes, parce qu'il était enseigné à Harvard et à Cambridge, mais il était plus à Nantes. Et c'est grâce à ça aussi que nous sommes en procès au tribunal administratif, en procès avec le recteur. Et nous avons fait 3 courriers signés par 18 parlementaires, et dont la première parlementaire était Ségolène. Et grâce au travail de Ségolène, notamment de son réseau, nous avons pu avoir beaucoup de parlementaires. Alors, sur les 18, il doit y en avoir 14 de la NUPES, 5 de la France Insoumise, 5 UPS, 4 Verts, 2 LIOT, 1 REM et 1 L. Voilà, beaucoup de parlementaires, évidemment, et là, on est pour ça. Merci Pascal. Est-ce que tu as fini? J'ai fini. Dans le groupe de travail langue bretonne, il y a pour l'instant 17 personnes qui sont inscrites. Donc c'est un groupe qui a déjà beaucoup avancé. 17 sur la boucle, mais 21 au total. Et 21 au total, parce qu'il y a des gens qui sont seulement sur messagerie. Je vais poser une question. Oui, je voulais demander à Pascal, tu as parlé de l'enseignement de la langue bretonne en milieu privé et en milieu public, enfin, dans une école publique et une école privée. Je crois savoir que l'école privée c'est Diwan. Oui. Non, il y a 3 systèmes. Il y a privé catholique, l'enseignement, il n'y a qu'un site, c'est Sainte-Madeleine sur l'île de Nantes. Ouais. Et Diwan est un statut privé parce qu'il n'y a pas d'autre statut, donc c'est quelque chose de discuté, mais c'est une école associative, gratuite, laïque, ouverte à tous. Alors je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai pu savoir que notamment Diwan était une école dans laquelle on était en immersion par rapport à la langue bretonne. C'est exact. C'est une différence par rapport à ce qui se faisait dans le public, où c'est à parité horaire. Alors voilà, ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai connu les Marceauderies, parce que je suis intervenu comme animateur dans l'école des Marceauderies, où on enseigne aussi le breton, mais le breton c'était je crois, 2 heures ou 3 heures par semaine. Non, c'est parité horaire. C'est parité horaire partout. Je peux t'en parler parce que c'est moi qui ai ouvert la première classe bilingue en 99 pour Marseille, donc on s'est croisés à l'époque, effectivement. Je suis enseignant pratique, hein. J'ai commencé en Vendée, donc voilà. D'accord. C'est pas au concours après que j'ai commencé en Vendée, je parle pas Poitvin. Et les parents qui m'avaient demandé d'ailleurs si je pouvais faire du cours de breton en Vendée. Je peux. Non, c'est une immersion, ce qui était appelé, c'est la parité horaire. En fait, c'est juste lié à un rapport de force, qui est des rapports de force, toujours. C'est lié à la loi Bayrou, en fait, de 95, qui était donc ministre de l'Éducation nationale à l'époque. Lui, il connaissait bien le problème, parce qu'il est, lui, béarnais, il parle l'occitan du Béarn, et il y a les bases qui sont un petit peu remontes. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tranché entre eux deux, 50-50. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, comme ça tout le monde est content. Mais c'est pas comme ça qu'on pratique l'éducation d'abord, premièrement, les langues, ou l'enseignement de langue. Donc moi j'ai toujours pratiqué, j'ai toujours dit aux parents,
au minimum 80% en breton systématiquement. Aujourd'hui, la loi Molac nous permet de le faire en public de manière immersive totale. Moi, je peux, sans aucun problème, faire 100% avec l'accord des parents. Mais voilà, mais les parents, je les préviens en général, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, donc tu peux aussi faire, j'avais été inspecté une fois, j'avais fait par exemple, l'inspectrice m'avait inspecté, c'est la troisième fois qu'elle vient m'inspecter, elle m'avait demandé est-ce que je puisse me voir en français. J'avais fait un cours de français, enfin, c'était avec des C20, de grammaire, et j'avais tout fait en breton. Elle m'avait dit, et je pouvais le faire. Bon, voilà. Et les enfants, ils comprenaient, il n'y avait pas de problème. Ils sont meilleurs en général en orthographe, en français, ils vont être meilleurs d'ailleurs dans la langue française, parce que la majorité, c'est la langue française qui est la langue maternelle, que les autres qui n'ont fait que du français, parce qu'on apprend mieux sa langue quand on en apprend une deuxième tout petite. Bon, c'est ce que disait Jaurès en 1900. Voilà, mais c'est tout, c'est ce que disait Jaurès. Et donc, en fait, la question, elle est qu'on se pose cette question-là. Je vous interromps, mais on va pas faire un débat sur un bretonne aujourd'hui, hein, je suis d'accord. L'immersion, c'est tout normal, et on ne se pose pas la question de l'immersion totale pour les gamins, par exemple, à La Réunion aujourd'hui, qui sont pour 90% ils parlent créole chez eux, certains ne parlent pas du tout français, quand ils arrivent, là c'est de l'immersion, on se pose pas de questions. Et là, il n'y a aucun problème pour eux. Il y a un jeune là, de 24 ans qui a été jugé, ils se sont rendus compte qu'il ne parlait pas français par exemple. Oui, français, et là il fallait un interprète. On va pas trop s'étendre là-dessus. Mais bon, voilà. Simplement, moi ce qui m'intéressait de savoir, c'est la proportion sur le plan horaire du français et du breton. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Quand on fait pour expliquer après. On rappelle que si tu veux les rapports avec le bulletin officiel de l'éducation nationale. Les enfants en fait qui sont bilingues sont meilleurs dans. Non, mais ça, je suis d'accord. On n'est pas là pour faire la pub. Non, mais on est plus convaincus là-dessus. Je pense qu'il faut qu'il y ait une autre mais bon, on va parler après la ressource. Est-ce qu'on passe à une deuxième commission, Nathanaël? Donc c'est pour information aussi, donc on fait un peu l'équipe avec le CPE, BIDES, qui sont parents des écoles publiques, et Kélénion, qui est une association d'enseignants bilingues, qui s'appelle le collectif de CEVEL 44, collectif pour l'enseignement à l'école publique en Loire-Atlantique. Et c'est grâce à ça que nous avons pu avoir le retour de l'enseignement du breton à l'Université de Nantes, parce qu'il était enseigné à Parme, à Cambridge, mais il était plus à Nantes. Et c'est grâce à ça aussi que nous sommes en procès au tribunal administratif, en procès avec le recteur. Et nous avons fait 3 courriers signés par 18 parlementaires, et dont la première parlementaire était Ségolène. Et grâce au travail de Ségolène, notamment de son réseau, nous avons pu avoir beaucoup de parlementaires. Alors, sur les 18, il doit y en avoir 14 de la NUPES, 5 de la France Insoumise, 5 UPS, 4 Verts, 2 LIOT, 1 EM et 1 L. Voilà, beaucoup de marques, évidemment, c'est là où on est. Merci Pascal. Est-ce que tu as fini? J'ai fini. Dans le groupe de travail langue bretonne, il y a pour l'instant 17 personnes qui sont inscrites. Donc c'est un groupe qui a déjà beaucoup avancé. 17 sur la boucle, mais 21 au total. Et 21 au total, parce qu'il y a des gens qui sont seulement sur messagerie. Je peux poser une question. Oui, je voulais demander à Pascal, tu as parlé de l'enseignement de la langue bretonne en milieu privé, en milieu public, enfin, dans une école publique et une école privée. Je crois savoir que l'école privée, c'est Diwan. Oui. Non, il y a 3 systèmes. Il y a privé catholique, l'enseignement classique, c'est Sainte-Madeleine sur l'île de Nantes. Ouais. Et Diwan est un statut privé, parce qu'il n'y a pas d'autre statut, donc c'est quelque chose de discuté, mais c'est une école associative, gratuite, laïque, ouverte à tous. Alors, je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai pu savoir que, notamment Diwan, était une école dans laquelle on était en immersion par rapport à la langue bretonne. C'est exact. C'est une différence par rapport à ce qui se faisait dans le public, où c'est à parité horaire. Alors voilà, ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai connu les Marceauderies, parce que je suis intervenu comme animateur dans l'école de Marceauderies, où on enseigne aussi le breton, mais le breton c'était je crois, 2 heures ou 3 heures par semaine. Non, c'est parité horaire. C'est parité horaire partout. Je peux t'en parler, parce que c'est moi qui ai ouvert la première classe bilingue en 99 au Marseille, donc on s'est croisés à l'époque, effectivement.
Je suis enseignant pratique, hein. J'ai commencé en Vendée, donc voilà. J'ai passé au concours après que j'ai commencé en Vendée, je parle pas de vin. Et les parents qui m'avaient demandé d'ailleurs si je pouvais faire du cours de breton en Vendée. Je peux. Non, c'est une immersion, ce qui était appelé, c'est la parité horaire. En fait, c'est juste lié à un rapport de force, c'est des rapports de force, toujours. C'est lié à la loi Bayrou en fait de 95, qui était donc ministre de l'Éducation nationale à l'époque. Lui il connaissait bien le problème parce qu'il est béarnais, il parle l'occitan du Béarn, et il y a les Basques qui sont un petit peu remontes. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tranché entre les deux, 50-50, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, comme ça tout le monde est content. Mais c'est pas comme ça qu'on pratique l'éducation d'abord, premièrement, les langues, ou l'enseignement de langue. Donc moi j'ai toujours pratiqué, j'ai toujours dit aux parents, au minimum 80% en breton systématiquement. Aujourd'hui, la loi Molac nous permet de le faire en public de manière immersive totale. Moi, je peux, sans aucun problème, faire 100% avec l'accord des parents. Avec l'accord des parents, mais voilà, mais les parents, je les préviens en général, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, donc tu peux aussi faire, j'avais été inspecté une fois, j'avais fait par exemple, l'inspectrice m'avait inspecté, c'est la troisième fois qu'elle venait m'inspecter, elle m'avait demandé est-ce que je puisse me voir en français. J'avais fait un cours de français, enfin, c'était avec des CE1. De grammaire, j'avais tout fait en breton. Donc elle m'avait dit, et je pouvais le faire. Bon, voilà. Et les enfants ils comprenaient, il n'y avait pas de problème. D'ailleurs, ils sont meilleurs en général en orthographe, en français. Ils vont être meilleurs d'ailleurs dans la langue française, parce que la majorité c'est la langue française qui est la langue maternelle, que les autres qui n'ont fait que du français, parce qu'on apprend mieux sa langue quand on en apprend une deuxième tout petit. Bon, c'est ce que disait Jaurès en 1900. Voilà, c'est tout, c'est ce que disait Jaurès. Et donc, en fait, la question, elle est qu'on se pose cette question-là. Je vous interromps, mais on ne va pas faire un débat sur la langue bretonne aujourd'hui. D'accord. L'immersion, c'est une chose normale. Et on ne se pose pas la question de l'immersion totale pour les gamins, par exemple, à La Réunion aujourd'hui, qui sont, pour 90%, ils parlent créole chez eux, certains ne parlent pas du tout français, quand ils arrivent, là c'est de l'immersion, on se pose pas de question. Et là, il n'y a aucun problème pour eux. Il y a un jeune là, de 24 ans qui a été jugé, ils se sont rendus compte qu'il ne parlait pas français, par exemple. Oui, français, et là, il fallait un interprète. On va pas trop s'étendre là-dessus. Mais bon, voilà. Simplement, moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est la proportion sur le plan horaire du français et du breton. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Quand on fait pour en discuter après. On rappelle que si tu veux les rapports avec le bulletin officiel de l'éducation nationale. Les enfants en fait qui sont bilingues sont meilleurs dans. Non, mais ça, je suis d'accord. On n'est pas là pour faire la pub. On est plus convaincus là-dessus. Je pense qu'il faut qu'il y ait une autre commission qui s'exprime. Est-ce qu'on passe à une deuxième commission, Nathanaël? Donc c'est le groupe Exil, Immigration. Vous êtes pour l'instant sur la boucle 11 membres inscrits. Oui, c'est le groupe Asile et Immigration. On est 11 dans la boucle, mais aujourd'hui on a travaillé qu'à 3 personnes. Nous étions avec Françoise, qui est très investie dans l'apprentissage de la langue, professeure de la langue allemande, mais aujourd'hui elle est très investie dans l'accompagnement des enfants réfugiés sur la métropole. On était aussi avec David, qui est déjà parti, très engagé dans une association. Et moi-même, voilà, déjà quand on parle d'asile et immigration, c'est bien aussi qu'un immigré puisse quand même prendre la parole, puisse prendre part dans ces genres de travaux pour remonter certaines informations à la base d'un père congolais d'une mère rwandaise, aujourd'hui français. Je l'assume bien. J'ai travaillé pendant plus d'une quinzaine d'années sur des missions internationales et humanitaires dans plusieurs pays. Et pour moi, le meilleur exemple de l'immigration et l'intégration, ça reste ces missions à travers lesquelles je suis passé. Parce qu'on était dans des réunions, le français chef de projet, le congolais chargé de la logistique, l'anglais chargé des finances, je ne sais pas, l'autre chargé de la caisse. Donc plusieurs nationalités pour une cause noble qui est d'aider concrètement des pays en difficulté ou des pays en guerre. Alors, pour revenir sur le travail qu'on a fait, on a structuré, nous nous sommes dit pourquoi la commission asile et immigration, c'est pour alimenter la NUPES à travers Ségolène Amiot. Et nous nous sommes dit, dans un premier temps, nous allons devoir définir dans le cadre de notre commission les concepts clés: asile, qu'est-ce qu'on entend par l'asile, exil, qu'est-ce qu'on entend par l'exil, l'immigration, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Sego tout à l'heure, les médias sont pris en otage. 70% des médias sont pris en otage par des grands patrons, dont Bolloré, qui commet beaucoup de dégâts en Afrique. J'étais au Congo, j'étais au Rwanda.
J'étais au Mali, j'étais au Burkina, je suis passé par la Côte d'Ivoire. Il prend en otage tous les ports, tous les grands ports de tous ces grands pays. Il est ami de tous les dictateurs qui alimentent les guerres, etc. Et derrière Bolloré, Bolloré est ami à François Hollande, était ami à Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, Bolloré est ami à voilà, c'est lui qui est là. Voilà, on essaie un peu de comprendre comment le système fonctionne. Et dans tous ces pays, les guerres sont très alimentées, c'est la misère. Et quand les personnes décident, à cause des conditions des fois climatiques ou d'insécurité des parties de leur pays, ça, on n'en parle plus. On veut faire croire au monde que des personnes partent de leur pays parce qu'il y a voilà, de la bonne vie ailleurs qu'ils sont en train de chercher, alors qu'ils sont obligés de partir de leur pays, des fois, dans des conditions très difficiles. Personnellement, j'ai eu l'avantage de parler avec plusieurs jeunes, que ce soit sur la métropole nantaise. Aujourd'hui, je continue à occuper le poste de chef de projet d'un dispositif d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui vise essentiellement les quartiers de la politique publique de la ville de Nantes. Donc essentiellement, je rencontre des jeunes qui sont dans la misère, des immigrés ou pas, et ça me permet quand même d'alimenter cette thématique et m'intéresser pour pouvoir m'investir. Et en gros, après, nous avons au deuxième point, tout à l'heure, débriefé les contextes, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur les territoire national par rapport à l'asile et l'immigration, un état des lieux. On a essayé de répertorier un certain nombre de points. Je ne vais plus prendre trop de temps à m'attarder là-dessus. Et après, au troisième point, nous avons parlé de la loi asile et immigration. Comme vous le savez tous et toutes, la loi est passée par l'Assemblée nationale sans débat. Vous savez, la loi doit passer par plusieurs canaux avant de revenir à l'Assemblée nationale au printemps pour être débattue et décidée. C'est une loi qui vise à améliorer, tant soit peu, je me permets le terme, les conditions de vie des immigrés qui travaillent depuis des années et des années sur le territoire national, pour voir s'ils peuvent obtenir un titre de séjour d'une année, sur base de ce qu'ils ont fait comme travail, mais aussi, ils pourront être soulagés à se présenter d'eux-mêmes en tant que citoyens dans un pays démocratique comme la France pour renouveler leur titre de séjour. Pourquoi? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ils travaillent au noir et c'est le patron qui est censé se présenter auprès des instances administratives pour demander la légalisation. Et là, carrément, c'est de l'esclavagisme moderne, si je me permets le terme. Donc, tu travailles pour moi, je me permets de faire tout ce que je veux de toi. Si tu n'entres pas dans mes cases, donc à la fin, je ne pourrai plus aller demander le renouvellement de tes papiers. Ça sera quand même une bonne amélioration, excusez-moi. Et là, nous nous sommes dit, quelles seront nos missions? À court terme, nous devons déjà dès aujourd'hui commencer à faire un monitoring, remonter toutes les alertes, faire de la veille sociale par rapport à la loi asile et immigration. Donc, qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui est en train d'être fait, comment on peut alimenter aussi cette loi à travers SEGO. Donc, ça sera notre mission à court terme. À moyen terme et à long terme, nous serons, dès que la loi sera promulguée au niveau votée au niveau de l'Assemblée nationale, promulguée, etc., ça sera notre outil de base, notre outil au sein de la commission. Donc, nous serons obligés de la vulgariser. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, dans le contexte ou dans l'état des lieux, la population n'a pas accès à la vraie information. L'information est étouffée, on essaie un peu de vulgariser en longueur de journée à travers des médias les mensonges par rapport à l'asile et l'immigration. Et le dernier mensonge date du bateau qui a fait le tour des informations. On parlait du bateau africain, retourne en Afrique avec les députés nationaux, Bilomba, etc. Mais en réalité, est-ce que dans ce bateau, il n'y avait que des Africains? Et quand on essaye de voir, on creuse les statistiques, c'était des Afghans, des Iraniens, des personnes qui venaient de tous bords. Et peut-être dans ces bateaux, il n'y avait pas 30% d'Africains, d'après les informations à ma possession, parce que j'ai essayé de passer pour voir combien d'Africains étaient à bord de ces bateaux. Alors, immigration égale Africain. Pourquoi l'immigration n'égale pas Irak, Iran, je ne sais pas, tous ces pays qui sont en guerre aujourd'hui? Ça, c'est des questions, l'Ukraine, etc., c'est des questions que nous allons devoir débattre au niveau de la commission. Et comme la loi vise l'amélioration de l'intégration et expulser dans des conditions qui sont bien décrites par la loi, nous allons proposer dans le cadre de la commission qu'on puisse quand même mettre en place un guichet unique.
Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devant un écosystème de plusieurs acteurs d'accompagnement des immigrés. Et des fois, les immigrés eux-mêmes, entre guillemets, se disent par où je vais commencer pour apprendre la langue française, qui est un critère d'intégration. Par où je vais toquer, quel est le bureau, l'association à laquelle je vais toquer pour pouvoir être accompagné dans mes démarches administratives, etc. L'écosystème est tellement saturé et quelque part entretenu même par les institutions publiques à tel point qu'on est perdu. Ça sera notre mission. D'octobre à décembre 2021, l'année passée, j'étais recruté en Charente-Maritime pour participer à un diagnostic social sur la mise à place d'un guichet unique. Donc j'ai participé à cet exercice. On a répertorié les acteurs qui interviennent dans l'asile et l'immigration, l'intégration, qui apprend la langue, qui fait l'OFI, qui fait l'OFPRA, qui accompagne pour l'intégration à l'emploi. Voilà, c'est tout simplement un argument qu'on pourra proposer pour qu'il y ait quand même un guichet unique instruit ou légalisé au niveau national afin de permettre à un immigré qui arrive sur les territoires nationaux d'aller toquer à une porte et à cette porte, la personne sera bien orientée et aboutir dans sa mission de s'intégrer. Donc, en gros, c'est ça en résumé, tout ce qu'on s'est dit. Et personnellement, je suis en train d'écrire un livre. Je suis en train d'écrire un livre sur la face cachée de l'aide humanitaire. Donc, j'ai une forte expérience en Afrique, dans tous ces pays où je suis passé. J'ai une forte expérience aussi dans l'action humanitaire, l'action sociale européenne dans pas mal de pays. Et c'est Hélène qui essaye un peu de relire mes brouillons et tout. Et je pense qu'ici, à la rentrée prochaine du livre, mon livre pourra sortir et ça sera aussi un outil. Merci beaucoup. Merci. Je rejoins le groupe Asile et Immigration quand vous voulez. Non, mais honnêtement, il est déjà 12h15. Il faut vraiment qu'on avance sur au moins les 7 groupes de travail. Ah, c'est un autre? Ah, d'accord. Ok, alors on y va pour l'éducation. Par contre, je vais quand même faire une petite parenthèse, un clin d'œil à Nathan. Je ne suis pas une ancienne exilée, mais une immigrée de très longue date qui a eu la chance d'avoir la nationalité française quasiment comme une formalité en me mariant avec un Français, et sans doute en ayant la bonne couleur de peau aussi. Hein, on a tous pu constater, pareil, avec les bras ouverts, on a accueilli les Ukrainiens, qui aussi sont des beaux blancs comme nous autres, alors que Nathan a fortement pointé que quand on vient d'Afrique, c'est beaucoup moins facile. Bon, c'était la parenthèse. Sinon, je devais rapporter pour le groupe École Jeunesse. Alors, on a beaucoup parlé des problèmes que peuvent poser les coupures d'électricité dans les écoles. Hein, et pour comment est-ce que les écoles vont se débrouiller, est-ce qu'ils vont regrouper les élèves, les envoyer chez eux, etc. Bon, on a discuté longtemps, mais on a décidé que si vraiment il y avait des alertes, qu'on se mobilise. Puis on a parlé du problème des filières qui ferment dans le public, qui ne sont pas forcément rentables à maintenir, alors qu'il y en a dans l'école privée à côté. Et plus globalement aussi, on a parlé des problèmes de différence entre l'école publique et l'école privée, que sur la ville de Nantes, c'est Hervé qui nous a rapporté ça, que dans les collèges, il y a un seul collège qui est du niveau d'excellence des écoles privées, des collèges privés sur Nantes, c'est l'Histo. Hein. Sinon, on sait tous que dans l'enseignement privé, si vraiment il y a des élèves qui ont des trop mauvais résultats, on se débrouille pour s'en débarrasser avant les examens, hein, pour maintenir un fort taux de réussite. Donc ça pose quand même problème. Hervé, qui est enseignant, a proposé aussi qu'on prenne contact avec d'autres groupes écoles éducation dans d'autres circos, hein, pour voir s'il y a les mêmes problèmes abordés. Sinon, on a parlé de... Oui, j'ai oublié de vous dire qu'on était 11 dans le groupe, dont beaucoup d'enseignants, anciens enseignants ou autres personnes intéressées par l'éducation. Il y a 15 personnes qui sont sur la boucle en voie. D'accord. Une enseignante en primaire a parlé du problème d'intégration des handicapés. Hein, il y a des AVH qui sont recrutés sans formation. Hein, il n'y en a pas assez pour tous les enfants. Donc, au fait, il peut y avoir des enfants handicapés dans des classes, par exemple des autistes, qui demandent tellement d'attention que s'il n'y a pas de AVH pour s'en occuper, l'enseignant peut être obligé de consacrer beaucoup de temps à cet enfant, au détriment de tous les autres et du travail que les autres sont censés faire.
On a beaucoup parlé effectivement de tous les métiers du parascolaire. Par exemple, les psychologues qui travaillent en RASET, qui s'occupent de plein d'écoles. Vous vous en doutez, il n'y a pas assez de postes. Il y a aussi les assistants d'éducation. J'ai découvert qu'au fait, c'est ce qu'on appelait des pions autrefois. Voilà. On a toujours le chic pour trouver les bons termes. Et enfin, du manque de remplaçants en général dans l'éducation. On n'a pas développé parce qu'il leur tournait. Voilà. Merci. Je me suis trompé, dans le groupe école, en fait, sur la boucle Telegram, il y a 19 personnes qui sont inscrites. Et c'est le groupe santé qui présente 15 membres. Donc si on peut enchaîner sur santé. Groupe santé, 15 membres, 10 membres autour de la table. Le thème santé, c'est un thème très large. On arrive rapidement à des débats avec des enjeux politiques. Donc on a essayé de se recentrer sur des positionnements locaux avec, donc j'ai listé un certain nombre, tout le monde, un certain nombre de thématiques. Alors d'une part, l'enjeu du déménagement du CHU de Nantes sur l'île de Nantes, avec ce qui apparaît pour tous et toutes, la nécessité d'un site hospitalier sur Saint-Herblain, et a été évoquée la nécessité d'un service des urgences en double, le service des urgences qui serait situé au centre de la ville de Nantes. Autre thème, c'est qu'en est-il du devenir du centre de rééducation fonctionnelle de la Tourmaline-Maubreuil. La Tourmaline relève de même que Boirignou sur la PACED de la GK, Maubreuil de l'hôpital public. Il y a des déplacements qui sont envisagés. De même que l'implantation d'un centre de soins de suite Elena Santé sur le site de l'hôpital public de l'ANEC, il y a un découpage de terrain qui est en cours. Ça fait partie des choses qu'il va falloir explorer et clarifier. Concernant l'hôpital public de l'ANEC, a été évoqué un thème qui est très ancien et qui est scandaleux, c'est l'inaccessibilité du site de l'ANEC, et donc a été proposée toute une réflexion locale et municipale, bien entendu, autour de cette accessibilité avec bus et pourquoi pas l'extension du ligne tramway. Il y a quelques petits dénivelés, mais bon, jusqu'à l'hôpital de l'ANEC. Bien entendu, nous avons parlé des déserts médicaux, mais aussi soignants. Il ne s'agit pas seulement de manque de médecins, il y a aussi de manque de soignants de façon large. Sur la circonscription, notamment, a été évoqué le problème de manque de médecins actuellement qui sont plus remplacés sur Pouéron. L'accès aux soins a été abordé aussi de façon assez rapide, avec notamment les dépassements médicaux des médecins en secteur 2. Alors là, on est plus secteur 2 sur Pouéron, il y en a peu, mais c'est surtout sur la zone de Saint-Herblain. Et il y a des actions qui sont menées de façon assez large, remettant en cause ces honoraires libres des médecins qui limitent l'accès aux soins pour la population. En dernier lieu plutôt, il apparaît nécessaire que nos réflexions, nos thématiques soient en lien avec d'autres collectifs qui sont déjà présents sur l'agglomération, notamment par rapport au thème que nous avons évoqué, à savoir le collectif nantais pour le droit à la santé et à la protection sociale pour toutes et toutes, qui regroupe une quinzaine, voire une vingtaine d'organisations syndicales, associatives politiques, notamment la France Insoumise, mais aussi le CAS, Collectif Action Santé et CHU de Nantes, où appartient aussi d'autres organisations qui sont présentes dans la salle, autour de l'opposition, notre réflexion autour du déménagement du CHU de Nantes. Il y a du travail qui est mené dans ces différents collectifs. Il faudrait que ce travail, ces actions qui sont menées, s'articulent avec la réflexion qui est menée ici. Alors je prendrai un thème particulier, c'est notamment concernant les dépassements d'honoraires. La Confédération syndicale de famille fait une action et locale et nationale pour une opposition au dépassement d'honoraires et pour permettre l'accès aux soins pour toutes et tous. Est-ce que ça correspond à peu près? Oui, tout à fait. Très bien. Un autre groupe de travail, je vous propose l'environnement. Il y a 15 membres. 15 membres sur la boucle Telegram.
temps de parole, hein. Je le dis tout de suite. C'est paritaire. Alors nous, on était 5, je crois, autour de la table. On a essayé de voir un petit peu quelles étaient les différentes actions qui étaient menées sur notre espace géographique. On s'est rendu compte qu'Olivier, il y avait plusieurs petits projets qui étaient défendus, contestés, et on s'est rendu compte qu'en fait, ils répondaient au même schéma. Donc on est arrivé à dire qu'il fallait peut-être qu'ensemble on essaie de voir comment mutualiser nos luttes et quelles actions mettre en place. Donc je sais pas, je vais te laisser un peu. Oui, en fait, sur le territoire de la circonscription, on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes de pression immobilière. Là, en l'occurrence, la cohérence et le... Oui, dans cette terre-là, il y a une pression immobilière très importante qui grignote, entre autres, des terres agricoles. Donc c'est un combat qu'on mène depuis assez longtemps et surtout de manière très vigoureuse depuis 2 ans. Or, ce n'est pas terminé, on est au milieu du gué, parce qu'on s'est rendu compte que ce qu'on a pu gagner jusqu'à maintenant, ce n'est pas terminé. Voilà. Donc, on considère qu'on est au milieu du gué, il y a d'autres combats à mener sur les mêmes problématiques concernant des corridors écologiques que l'on veut grignoter petit à petit et qui sont avec des forts enjeux environnementaux, puisque ça va dans les marais de la Tapissière, qui eux vont dans la Loire. Et on s'est rendu compte que toi tu as... Voilà, au niveau Saint-Étienne-de-Montluc, nous avons un gros projet de contournement routier qui date de 79 en fait, donc qui a été relancé ces dernières années, sous prétexte de détourner les camions qui passent par le centre-ville, donc au sud du bourg, c'est-à-dire au ras des marais de la zone Natura 2000, on veut faire un barreau routier de plusieurs kilomètres. Alors, à notre sens, c'est une mauvaise solution, parce que de toute façon, ça va créer, on sait bien, les contournements, ça crée toujours des afflux routiers importants. Sur une départementale, en l'occurrence la D101, qu'on appelle la route du milieu, qui est déjà saturée, qui est déjà très accidentogène. Et donc, on va, avec ce contournement, on risque d'accentuer tout ça. Et notamment, un flux de camions qui va être plus important. Et on s'est aperçu que tous nos collectifs et associations travaillaient de manière indépendante et que ce serait bien de se réunir, de se regrouper pour avoir des actions communes et une réflexion commune, notamment sur les plans d'aménagement et les plans de circulation routière. Parce que on s'aperçoit qu'il y a des pôles, notamment des plateformes logistiques qui s'installent à droite et à gauche, et sans que des schémas cohérents de circulation routière soient faits, notamment par exemple au niveau des départements. Et on a des routes qui sont complètement saturées. Donc ça pose un problème, notamment un problème de sécurité, de transport scolaire, parce que les cars ont du mal à passer, et on continue à détruire des zones humides. Ce qui est complètement aberrant dans un contexte où on veut à la fois des circuits courts, à la fois de l'agriculture locale, décarbonée, alors qu'on continue à aller vers le tout camion et des grosses centrales logistiques. Et aussi l'urbanisation. Et une urbanisation qui se développe toujours au détriment des zones humides et des terres agricoles. Alors, nous, on s'est rendu compte, en fait, d'une part, ce que vient de dire Olivier, c'est-à-dire qu'il faut mutualiser nos luttes, d'une part, c'est très important, de mutualiser nos forces, et aussi de voir un petit peu quel levier on peut actionner. Ça nous paraît extrêmement important. Il y a bien, voilà, parce qu'on n'a pas toutes les connaissances, on se rend compte souvent que les informations, on les a au dernier moment, on a énormément de mal à les avoir. Et là aussi, si on revient sur l'aspect géographique, on s'est rendu compte que la lutte qui est menée tout près de chez nous, Saint-Étienne-de-Montluc, touche les zones humides des marais. On s'est rendu compte, le marais, lui, n'a pas la frontière, elle est artificielle, la frontière, c'est des humains qui les font. On s'est rendu compte que les zones humides et les marais dont est concerné par la lutte d'Olivier touchent aussi les marais du Bon, c'est-à-dire Couéron, et nous aussi. C'est-à-dire que, en fait, on est tous concernés par les luttes qui sont en place, c'est-à-dire par les problèmes de contournement, les problèmes d'urbanisation et les problèmes d'emprise sur des terres agricoles en zones fortement densifiées et fortement convoitées. Donc voilà, on parle de corridors écologiques, mais bon, il faut les préserver. Donc on s'est dit qu'il faut absolument servir des actions, on en a déjà fait, de sensibilisation, des actions pédagogiques,
pour un peu sensibiliser, pour un peu informer les gens des enjeux qu'il peut y avoir derrière. Parce que souvent on dit, nous on ne connaît pas, on ne sait pas de quoi vous parlez. On a vraiment l'impression d'apparaître un peu comme des hurluberlus ou des empêcheurs de tourner en rond. Alors qu'en fait non, hein, on se positionne plutôt comme des lanceurs d'alerte en disant attention, il y a ça, ça. Et là, on s'est dit que la prochaine journée d'action qu'on pourrait mener, c'est dans le cadre des zones humides. Janvier, février, c'est les zones humides. Donc je pense que là, on va réfléchir à voir. Oui, je voulais dire par rapport au contournement, peut-être que tout le monde n'est pas au courant, mais c'est un contournement, c'est un périphérique autour de Saint-Étienne-de-Montluc parce qu'il y a 1000 camions qui passent par jour à Saint-Étienne-de-Montluc. Il y a 1000 camions qui passent par jour parce que les entrepôts de tous les Leclerc de l'Ouest sont situés dans les zones humides et non pas sur la voie rapide. Donc c'est vraiment, il va y avoir un contournement avec des millions de fonds publics pour une entreprise, pour des entrepôts d'entreprises privées. Alors déjà, on se demande, est-ce que ça vaut le coup que de l'argent public aille pour des entreprises privées? Mais en plus, c'est une catastrophe écologique. C'est en effet dans les marais, dans une zone humide, mais avec le réchauffement climatique, ça pose un problème. Il faut voir les choses un petit peu, et comme le disait Olivier, si on veut des cycles courts, ce n'est pas la solution qu'on doit trouver. Donc il faut remettre en cause tous ces projets qui datent de 1979. J'ai dépanné, c'est pas vrai. De 1979, parce qu'il faut vraiment une autre logique. Alors, le conseil départemental de Loire-Atlantique va voter le 12 une étude d'impact, je ne sais pas comment on dit. Non, en fait, ils vont voter le projet. Hein. Ça va commencer par des études, mais derrière, le projet c'est bien à terme. Voilà. Alors, il y a plusieurs conseillers départementaux, notamment d'Europe Écologie Les Verts, qui vont voter contre. Il y a Flo, l'attaché parlementaire de Ségolène, qui est intervenu auprès du département, qui a essayé de rentrer en contact avec tout le monde, tous les élus possibles pour faire pression. Mais il semble que pour l'instant, la majorité ait envie de continuer. À nous de continuer de nous battre pour avoir un moratoire, pour remettre en cause et trouver une autre solution. Et il existe des solutions, relocaliser la SK Ouest, si on a encore besoin de temps d'entrepôt pour des grandes surfaces dans l'avenir. Mais en tout cas, il y a des solutions qui sont à la fois plus économiques, plus respectueuses de la santé, de l'environnement et de la sécurité, parce que c'est une vraie dangerosité ces camions. Et ça impacte, en effet, pas que Saint-Étienne, ça va impacter énormément Couëron, Cordemais. Oui, mais on s'intervient aussi. C'est vrai que nous, dans les combats qu'on a fait, là, on a réussi à bloquer une vente, à faire en sorte qu'une partie des terrains puisse être achetée par Nantes Métropole, mais ce n'est qu'une partie sur l'ensemble de la coulée verte. Alors nous, on dit, mais quid du reste? Si Nantes Métropole préserve et se veut, comme elle nous l'a dit, vertueuse, ce qui est bien, on ne peut pas être contre, mais l'environnement, c'est un ensemble. Ça ne peut pas s'arrêter à un chemin, il y a tout le reste et tous les marais qui sont derrière. Donc tout ça, c'est tout un ensemble. Okay. Merci. Voilà. Il nous reste deux commissions et Marc qui fait le logement urbain. Ouais, ça va être très vite fait parce que je pense qu'on a passé la moitié de notre temps de réunion de la commission à discuter de ce projet de contournement de Saint-Étienne-de-Montluc. En fait, la commission logement et urbanisme, on s'est rendu compte qu'il y avait des sujets effectivement annexes, l'aménagement du territoire, l'environnement évidemment. C'est pour ça que ça a été discuté aussi dans d'autres commissions et il va falloir voir comment on fait la liaison, je pense, entre les commissions parce qu'on va travailler sur des sujets. C'est un peu dommage de travailler plusieurs sans se concerter sur les mêmes sujets. Bon, je pense que ça sera... Cela dit, on a fait surtout un tour de table, on était 8. Et je ne sais pas combien on a inscrit. 12. Voilà, ça va bien. Et on a fait un petit tour de table. Il y a d'autres sujets évidemment qui ont été abordés, notamment le sujet de la limite, quelle limite on peut envisager à la métropolisation et à l'extension de l'urbanisation. L'urbanisation et le développement au détriment des zones agricoles, le budget
notamment dans la ruralité, dans les zones rurales de notre circonscription, le problème de l'inexistence, parfois dans certaines communes, de logement social, et comment on peut faire en sorte que déjà les maires et les communes respectent la loi et respectent leur quota de logement social. Et voilà, je crois que j'ai fait un peu de tour. Et puis alors surtout, une liaison avec les transports en commun. Et quel transport en commun on associe au logement et aux zones urbanisées. Voilà, je fais le tour. Il nous reste la dernière commission qui est la commission énergie. Moi je suis chaud, moi je suis plein d'énergie. Bon alors voilà, en quelques heures, nous on a résolu le problème de l'énergie en France, dans le monde, tout ça c'est réglé. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Au revoir. Merci. Non, plus sérieusement, nous, notre but ça a été de dire qu'est-ce qu'on peut faire et dans quelle direction on va s'orienter. On a déterminé deux axes principaux. Le premier axe qui est un axe extrêmement général qui est c'est quoi la transition, quelle transition on veut, comment elle peut s'articuler, et notamment avec tout un côté formation. C'est-à-dire que qui a déjà visité une centrale ici? D'accord. Alors qu'il y en a une juste à côté. Voilà. Donc faire des choses comme ça. C'est-à-dire par exemple, on organise une visite de la centrale de Cordemais qui est à côté de chez nous le 28 décembre de 14 à 16 h. Alors tout le monde sera peut-être pas disponible, elle va peut-être pas se faire, c'est pas grave, mais si elle ne se fait pas là, elle se fera en février. D'accord? Donc cet axe de formation, ça va être ça. On va essayer de comprendre, de visiter des sites, de voir comment ça marche, qu'est-ce que c'est, et pour avoir beaucoup plus d'informations et des informations techniques et très précises sur ces choses-là. Ça, c'est le premier volet, c'est le côté formation sur la production. Et l'autre volet, ce sera qu'est-ce que ça veut dire mieux consommer. Comment donc il y a un niveau général, c'est la transition qui est un niveau presque national ou international même, et un niveau beaucoup plus au niveau de la circonscription. Ça veut dire quoi mieux consommer, ça veut dire où est-ce qu'on peut modifier certaines choses, les passoires thermiques, etc. Et aussi les interactions forcément avec les autres commissions comme le logement ou toutes les autres. Voilà. Voilà, il est midi 37. Est-ce que vous avez des questions sur ce que l'on a vu ce matin? Est-ce que... Par rapport à l'école, et la question de on a évoqué, qu'on alerte Ségolène et que alors c'est délicat, c'est quand même officiel parce que tous les préfets ont des consignes, mais c'est pas acté, c'est pas effectif pour l'instant. Je me posais la question de savoir si on ne peut pas avoir une discussion, dire maintenant aux enfants de payer ça, voilà. La dernière chose, c'est concernant toutes les questions qu'on a abordées très rapidement, c'est la question du manque de moyens. Quand on sait qu'en plus que le ministre, il y avait un souci de 7 millions, je ne sais pas quoi, pour les enseignants, il a mis le compteur à zéro. Alors comme s'il y avait trop d'argent dans l'éducation nationale. Juste une chose, de poser une question par rapport à ça, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de faire peur aux gens pour après dire il faut du nucléaire? Je me pose la question, c'est bizarre. J'ai pas entendu dans d'autres États européens, ils en sont rendus là, et d'un coup, bizarrement, voilà, et dans les écoles, effectivement, quand je suis enseignant, on a reçu ça, là. Voilà. Mais est-ce que c'est pas ça? Oui, les réacteurs. Bon, tout le monde va partir, là. On va continuer les conversations un par un. Je
voulais juste dire pour conclure que vous avez vu l'Assemblée populaire de circonscription, elle est en construction là, c'est vous qui la construisez en même temps que ça se fait. Donc c'est une expérience, je trouve, plutôt intéressante. On est déjà plus que 110 membres dans cette Assemblée de circonscription. Ça continue. Aujourd'hui, on va continuer à inscrire les gens sur les groupes de travail. Donc je vous souhaite à tous une bonne fête de fin d'année et on prendra contact très vite dès le début janvier pour une AG d'Assemblée de circonscription fin mars probablement pour la prochaine fois. On espère à Saint-Étienne-de-Mont. Voilà. Merci à tous.